Maïda, on s'est rencontrés déjà un petit moment au tout début de notre projet. Je parle de notre projet, pas de Prism Développement, mais de projet des RLP, il y a plus de 10 ans maintenant. À l'époque, quand Radio Périgueux 103 a fermé ses portes et un collectif s'est constitué pour voir s'il y a une possibilité de demander cette fréquence qui est devenue libre pour une autre radio. On ne savait même pas ni nom, ni le projet était une idée. Et c'est à ce moment-là, Maïda, que vous êtes venue rejoindre ce collectif et vous avez prêté la main pour constituer le dossier administratif. Vous vous souvenez de cette période, Maïda? Oh oui, oui, je m'en souviens et je m'en souviens à chaque fois que j'écoute la radio, en fait, tout simplement. Le projet et le dossier administratif a arrivé à l'époque dans les cabinets d'Arcom. Actuellement, Arcom, à l'époque, c'était CSA. CTR de Bordeaux, et ils ont trouvé que le projet était génial et que ce projet devrait avoir lieu et que cette fréquence sera accordée à cette nouvelle structure, cette nouvelle association, cette nouvelle radio qui porte toujours le même nom, RLP, Radio Libre en Périgord. Et vous, Maïda, dès que vous avez appris cette nouvelle, vous avez dit, ça y est, je peux partir. Eh bien oui, objectif atteint. C'est vrai, plusieurs dans le groupe, ils n'ont pas compris. Pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que pour moi, ce qui m'intéressait, c'était de contribuer au fait que la radio libre continue à exister. En fait, l'enjeu, il était là. Moi, j'ai pas le fait de faire de la radio, c'était pas mon projet spécialement. Par contre, le fait qu'il y ait un collectif qui soit dans une situation, pour différentes raisons, de ne pas pouvoir se mettre en mouvement pour réussir à monter ce dossier qui lui permette de poursuivre son projet, ça, c'était un endroit, pour moi, c'était important, en fait, d'intervenir. Et j'étais à l'endroit avec une posture extérieure où, pour le coup, moi, j'étais pas dans l'émotionnel de l'époque parce que c'était quand même extrêmement douloureux pour tout le monde. Et en même temps, moi, je me souviens, en fait, pendant la liquidation, elle datait de mai 2012. Et puis, pendant l'été, par différents endroits, j'ai pris connaissance, en fait, de ce qui se passait. J'ai assisté à une réunion en septembre où je me suis rendu compte que les personnes étaient prises par le débat de qui va reprendre, qu'est-ce qu'on fait, et puis est-ce qu'il faut vraiment le faire ou pas. Et en même temps, ça c'était en septembre, et je me suis rendu compte qu'en novembre, la fréquence risquait d'être perdue. Et c'est pas rien, parce qu'en fait, si elle est remise en jeu sur la totalité de la France, à toutes les fréquences, c'est qu'au final, n'importe qui, avec n'importe quelle éthique, peut s'en saisir. Et forcément, ceux qui ont plus de pouvoir immédiat pour se mettre en route et faire un dossier, c'est forcément pas des radios libres avec des petits collectifs. Et finalement, il fallait vraiment se concentrer sur cet objectif de conserver la fréquence. Et puis après, le collectif fait son chemin. Il y avait un chemin émotionnel tel qu'il fallait après forcément prendre le temps de redéfinir le projet. Ça prend 6 mois, ça prend 1 an. Mais l'essentiel, c'était au moins que la fréquence soit prise. Donc après, on s'est mis au travail. Et puis voilà, je me souviens, c'était dans mon petit appartement sous les toits. Le soir, après le travail, on s'est tous réunis sans se connaître, en toute convivialité, et qu'on a réussi, en quelques semaines à monter le dossier. C'était génial. Donc l'objectif, c'était ça. C'était de maintenir cet objet de bien commun et de support, finalement, à l'expression des gens, à l'expression des envies, à l'expression d'esthétique inhabituelle, d'initiatives un peu communes. Et je m'en souviens tous les jours quand j'écoute la radio, parce que c'est cet esprit qui perdure ici, en fait. Et vous expliquez très bien, Maïda, parce que pour expliquer tout ça sur le papier, pour préparer un dossier administratif qu'il faut répondre à certains critères, à certaines demandes, à l'époque surtout sans aucun moyen que la volonté de quelques anciens de Radio Périgueux 103 et les autres personnes qui ont rejoint ce collectif en voulant tout simplement avoir cette envie qu'une radio locale associative puisse exister localement. Merci, Maïda, au nom de tout le monde, parce que c'est vrai, après vous êtes resté vraiment dans l'ombre. Il y a plusieurs personnes, même aujourd'hui, à RLP, ne savent pas qui est Maïda et qu'est-ce qu'elle a fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pousser des projets, c'est pas de se mettre en avant. Ce qui est important, c'est ce que font les gens. Enfin, c'est le cœur de projet qui est intéressant, en fait.
Et on peut dire que votre esprit de travail, votre capacité à bien construire le projet et le dossier a été repris par collectif associatif qui est contribué dans notre projet, qui on voit, qui grandit, qui est repris maintenant par communauté de communes. Ce projet qui porte le nom Silo, ancien camp américain qui était une friche avec plein d'idées. Et là, encore une fois, vous, Maïda, vous avez pris tout ça en main. J'ai pas pris tout ça en main, non. Mais par contre, j'ai contribué à pousser la locomotive, ça oui. J'ai mis l'énergie, j'y suis, c'est pareil, hein, j'étais entre 2012 et du coup 2018, moi je suis passée par plusieurs associations où c'est pareil, moi j'ai toujours une posture un petit peu d'accompagnement des projets et du coup à cette période-là, c'est en étant à l'intérieur d'une association qui était membre du collectif Camp US à l'époque, l'idée de Silo c'était quand même qu'il y a un collectif associatif qui définisse en fait les usages et les modalités de fonctionnement, de coopération, de mutualisation du projet de fonctionnement pour une infrastructure qui était portée par le Grand Périgueux et soutenue par la région et par différents partenaires. Et c'était un projet incroyable. C'est un projet incroyable qui va voir le jour, j'espère, en conservant ces modalités de transversalité, d'expérimentation et d'innovation. Et donc forcément, c'est pour le territoire, c'est pour les gens, c'est un endroit qui permet à n'importe quelle structure, à n'importe quel individu d'arriver avec une idée et de trouver un support qui puisse du coup le mettre en œuvre. C'est un endroit où des associations, des habitants, des entreprises peuvent collaborer, peuvent se trouver des synergies qui habituellement ne sont pas mises en œuvre parce que chacun est dans son secteur, alors que là, au contraire, on a un support neutre et des gens, des compétences, des technicités et surtout des ouvertures d'esprit qui permettent de mettre en œuvre de nouvelles choses. C'est le concept du tiers-lieu, c'est aussi de faire autrement. Et de chercher à inventer quand même pour trouver de nouvelles solutions pour faire avancer le monde. Donc oui, forcément, on a envie de contribuer, inévitablement. Donc voilà, on y a passé quelques temps. Et c'est aussi à travers cette expérience du silo, au final, de constater, même si on le savait déjà, mais là, pour le coup, par la pratique et à travers les diagnostics territoriaux, mais aussi à travers le travail d'expérimentation, parce que l'intérêt de silo, c'est que c'est un lieu qui, jusqu'à présent, et dans ses concepts, offre un droit à l'expérimentation. Offre la possibilité de tenter des expériences sans forcément savoir ce qu'on va obtenir à la fin et du coup accorde la possibilité qu'on n'arrive pas forcément au bout, mais par contre que ça puisse tout à fait déboucher sur des choses imprévues qui, elles, par contre, vont naître et font fleurir si on les soutient. Mais pour ça, il faut accepter l'imprévu et c'est un cadre silo qui est censé, et j'espère que ça va continuer à poursuivre cette dynamique-là. Et pour le coup, c'est un endroit où, parce que moi, j'étais chef de projet en innovation sociale sur le terrain, du coup en contact avec toutes sortes d'acteurs du territoire, que sont des particuliers, des bénéficiaires de structures, des entreprises, des associations, des collectifs, toutes sortes de personnes qu'on a pu, mine de rien, dans toutes sortes d'expérimentations, faire travailler ensemble et trouver de nouvelles dynamiques en fait collectives, de nouvelles collaborations, nouvelles mutualisations de structures qui avant étaient côte à côte sur un territoire et ne pratiquaient pas, ne travaillaient pas ensemble. Des structures qui ont trouvé d'autres façons de former des dynamiques internes où finalement les postures de hiérarchie sont devenues plus transversales dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire, où on s'est rendu compte que des bénéficiaires finalement avaient des compétences incroyables qu'on pouvait au contraire mettre en responsabilité. Enfin, c'était tout à fait intéressant. Et pour le coup, quand pour moi l'aventure s'est terminée parce que le collectif a souhaité finalement laisser un petit peu de temps et le temps que le Grand Périgueux monte le bâtiment, au final, on a, avec du coup des partenaires, on a monté l'association Prisme Développement. Dans cette idée, dans cet endroit en fait particulier qui est de faciliter le travail entre acteurs, de faciliter le développement d'un acteur. Prisme Développement n'est pas en lien avec Silo. En fait, Prisme Développement a été fondé par des personnes, dont moi, mais pas seulement, où on a tous été dans des endroits à l'interface d'entreprises, d'associations, de collectifs, d'initiatives territoriales. Et du coup, ensemble, on a décidé de monter Prisme. Mais pour le coup, moi, j'étais sortie de Silo et les autres personnes n'étaient pas dans Silo. Ça n'a rien à voir avec ça. Du coup, c'est simplement une sorte de continuité d'analyse de territoire et d'analyse de dynamique en fait, qu'on a envie de mettre en œuvre. Voilà.
Oui, parce que cette expérience est précieuse. Dans l'économie sociale et solidaire, souvent, on se perd dans ce travail et une considération d'extérieur aussi parfois n'est pas prise en compte. Votre nouvelle association qui commence ses premiers pas, mais avec cette expérience que vous avez accumulée pendant de nombreuses années. Pas mal, voilà, on a beaucoup de background avec une grande transversalité, de compétences, de secteurs aussi. On est tous issus de l'ESS et du non-ESS, de l'entrepreneuriat et de l'associatif. Vos compétences, vous mettez encore au service des associations, des particuliers, des entreprises, de tout ce monde d'économie sociale et solidaire, et pas que. Et pas que, non. Aujourd'hui, la posture de Prisme Développement est en interne et dans ce qu'on émet de défendre les valeurs de l'économie sociale et solidaire, mais on s'adresse à absolument tout public, sans aucun prérequis, que ce soit entreprise, association ou particulier. Ce qu'on apporte en fait, c'est de la technicité. On accompagne en fait les acteurs, quels qu'ils soient sur le plan administratif et stratégique, au quotidien, avec une posture particulière qui est un petit peu comme une assistante de direction externalisée, c'est-à-dire qu'on est vraiment à côté d'eux. Après toutes ces expériences liées au projet associatif, et un nouveau projet qui est né, qui s'appelle Prisme Développement. C'est une association, Maïda ? Oui, c'est une association, tout à fait. C'est une association qui est du coup basée en Dordogne, qui du coup a 2 ans et demi maintenant et travaille sur toute la Dordogne. On se déplace auprès des personnes, donc on n'a pas vraiment de localisation fixe. Ça, c'est la partie importante de notre posture. Et on est au bout de 2 ans et demi déjà 30-35 adhérents et une équipe technique de 6 personnes qui donc du coup avec déjà un premier poste salarié en CDI à 3/4 temps et puis des personnes qui travaillent comme prestataires à côté de nous. Donc, on est plutôt une dizaine de compétences actuellement groupées, aussi bien sur le plan comptabilité, juridique, direction de projet, enfin voilà, sur informatique. On est en capacité en fait d'aller chercher des compétences complémentaires. Voilà, donc ça, on est plutôt très content avec parmi les bénévoles des personnes qui en fait étaient initialement des bénéficiaires qu'on a accompagnés et qui portent les valeurs du projet avec nous. Comment ça se passe concrètement, Maïda ? Donc, les structures, ça peut être un particulier, une association, une entreprise qui vous contacte parce qu'elle n'arrive plus dans gestion au quotidien, par exemple, sur certaines tâches. Donc, ils s'adressent vers vous en exposant sur leur situation et leurs problèmes. Et c'est vous que vous arrivez. C'est l'humain qui compte. Je pense que la première approche chez vous, c'est ça. Rencontre humaine, voir vraiment quels sont besoins vraiment de cette personne, de cette structure. Et ensuite, vous, avec votre expérience et votre savoir-faire, vous essayez de les donner quelques clés de ces portes qui sont un petit peu fermées ou entrouvertes. Alors, quel que soit l'acteur qui vient vers nous, que ce soit une entreprise, un particulier ou une association, on va toujours les aborder de la même façon. C'est-à-dire qu'on aborde une situation globale et en prenant en compte aussi bien les aspects professionnels que les aspects personnels et de toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que quand on considère qu'un projet individuel, un projet collectif, que ce soit entrepreneurial ou pas, c'est un petit peu comme une plante. Si à un moment donné, le projet est bien ficelé, mais que la personne ne se sent pas bien dans sa vie parce qu'il a des problèmes de santé, parce qu'il a un dégât des eaux ou parce qu'il y a des collaborateurs qui, eux, ne s'entendent pas bien ou parce que, quelle que soit la situation, au final, le projet lui-même va être freiné et va être contraint et ne pourra pas se développer. Et que finalement, tout impacte tout. Et c'est pour ça qu'on va s'intéresser à la totalité des dimensions. Voilà. Et pour ça, on choisit d'avoir une posture d'accompagnement très proche. C'est pour ça qu'on se déplace auprès des structures, qu'on rencontre les parties prenantes de façon régulière. On s'imprègne en fait de la structure comme si on était à l'intérieur, mais avec une posture forcément de tiers externe qui a une analyse extérieure. Et puis on a une technicité, nous en interne, qui est complémentaire. Voilà. Donc on va accompagner sur le plan administratif, sur le plan stratégique, à court terme, à moyen terme et à très long terme éventuellement, puisqu'en fait on travaille au quotidien. Quand les gens viennent, ils ont toujours une première question.
les premières questions pour lesquelles les gens viennent, les premières problématiques, ça va être ou alors je suis débordée, vraiment, j'arrive pas du tout à faire tout ce que j'ai à faire. Donc du coup, très simple, on prend une première posture de délégation et puis petit à petit, on avance. Ça peut être aussi là, il faut vraiment que ma structure, elle arrive à se décaler, il faut vraiment que je puisse ou me diversifier, ou il faut que mes équipes puissent à un moment donné fonctionner autrement dans leur dynamique interne, ou là, vraiment, il faut que j'avance dans mes normes qualité, ou là, il faut que j'arrive à mettre en place une dynamique collective, il faut que je trouve des mutualisations avec des partenaires, il faut que moi, je mette plus en adéquation mon projet personnel avec mon projet professionnel. Il y a toujours une problématique, ou alors ça peut être, j'ai 3 bilans de retard, je ne sais plus comment m'en sortir, et pourtant je travaille tous les jours, j'ai des clients, j'ai pas de problème. Ou voilà, il y a toujours un point d'entrée, et au final, c'est finalement par ce point d'entrée, on finit par accompagner la totalité en fait de la vie de la structure, ce qui fait que finalement, depuis 2 ans et demi qu'on existe, on a 90% des personnes qu'on accompagne, avec lesquelles on continue en fait à travailler en collaboration, parce que finalement, on vient, d'une part, les soulager en fait de tout ce qui n'est pas leur cœur de métier, ce qui leur permet à eux de se consacrer à ce qui les intéresse, à ce qu'ils aiment faire, à ce en quoi ils sont compétents, que ce soit de monter une chaudière ou de conduire un cours de danse. Je veux dire, c'est la même question. Et d'autre part, mine de rien, ils trouvent dans Prism un endroit où ils peuvent conduire des réflexions au quotidien, avoir un background, une analyse finalement stratégique au quotidien, un regard extérieur qui en même temps connaît tout à fait les problématiques de la structure, l'environnement, les partenaires, les clients, les bénéficiaires, et finalement on n'est plus tout seul à réfléchir. Et la solitude du dirigeant, en réalité, que ce soit dans une entreprise, dans un collectif, ou soi-même quand on est dans son projet personnel, d'être seul à penser avec son cerveau, je pense que ça, c'est un endroit où tout le monde est en difficulté et est très content au final de trouver un appui. Et c'est pour ça que les gens restent chez nous et avec nous. Et on est un petit peu Prism aujourd'hui. C'est pas une famille, mais c'est une sorte de lieu de vie virtuel, puisqu'on n'a pas... nos locaux sont des locaux de bureaux de travail interne, mais comme nous, on se déplace. Mais par contre, Prism est un lieu de vie virtuel où on partage les projets des uns avec les projets des autres. Et où finalement, maintenant, depuis 2 ans et demi, il y a une sorte de synergie et des effets de mutualisation et de contribution inter-acteurs, que ce soit entre associations, entrepreneurs ou franchement particuliers. Et c'est formidable. Ça, on passe de magnifiques journées. Et voilà. Travail de collectif, c'est ça que vous mettez en avant. Et c'est un petit peu peut-être plus lent, plus long, mais les résultats sont différents. Le collectif, c'est toujours plus long et plus long, mais par contre, là, pour le coup, toutes les pierres qui ont été posées au fur et à mesure sont des pierres qui sont bien solides et bien en place, et là, qui ne vont plus bouger, ça, c'est certain. On a aujourd'hui un collectif où chacun est complètement conscient et relaie des valeurs, en fait, qui sont portées dans Prism Développement, qui sont la bienveillance, la technicité professionnelle, le respect et la contribution, en fait, à un territoire, et voilà. Quand vous dites tout votre temps pour votre métier. Donc, C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que dans les constats qu'on fait au quotidien, c'est que les gens sont compétents. Les gens, ils sont forts dans ce qu'ils savent faire et ils sont forts dans ce qu'ils aiment. Et au final, dans les structures, quel que soit le statut juridique, qui se plantent, honnêtement, il y en a plus de la moitié qui se plantent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la compétence, qui n'ont rien à voir avec la force de travail de la personne et des collectifs qui les composent. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Et c'est parce que c'est quand même très injuste. On a quand même des gens qui se lèvent tous les matins, qui travaillent toute la journée, qui sont compétents, qui sont forts, qui apportent à l'endroit où ils sont, au territoire, que ce soit aux gens, aux dynamiques. Et malgré ça, leur structure se plante parce qu'il y a des technicités autour qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas les ressources d'embaucher. Si une entreprise, ses premières embauches, elles vont être forcément sur la compétence métier, mais pas sur la compétence de gestion d'entreprise, parce que ça demande d'avoir développé un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir avoir quelqu'un, en plus qu'il soit suffisamment compétent pour aller au-delà du simple secrétariat. Dans une association, les premiers postes, ils sont d'abord sur les compétences de cœur de métier, que ce soit de la danse, du théâtre, que ce soit de l'animation sociale, et pas sur la gestion administrative qui va permettre derrière de faire le fond. Et au final, il y a une dispersion de l'énergie qui fait que les gens travaillent, mais au final, ils n'arrivent pas à passer un seuil, ils n'arrivent pas à passer un cap. Et pour le coup, nous, on est là pour ça.
C'est l'endroit précis où on est pour justement aider des structures, aider des projets à passer le cap d'une compétence, d'une autonomie, d'un seuil de développement qui permettent ensuite d'embaucher quelqu'un, qui permettent ensuite de se développer, de diversifier, etc. et de s'épanouir et de profiter à tout le monde parce qu'on est un écosystème en fait. Tout le monde impacte sur tout le monde, c'est important. Donc quel que soit le cœur de métier, on sert un projet collectif, on sert le projet du territoire. On apporte de l'emploi, on apporte de la stabilité émotionnelle à des gens, aussi bien à ses clients, aussi bien à ses bénéficiaires qu'aux salariés, qu'aux personnes avec lesquelles on travaille. On est là pour ça. Et votre accompagnement peut durer combien de temps? Est-ce que c'est temps limité ou ça peut durer? Quels sont les constats aujourd'hui, après 2 années et demie d'existence? Alors, les gens font ce qu'ils veulent. Ils peuvent nous demander d'être accompagnés pendant 1 semaine, 1 mois ou 1 an, c'est pas le sujet. En pratique, les gens restent dans le partenariat et dans la relation, en fait, parce qu'on y est tous bien. Et pour le coup, en termes de facturation et de coûts, pour nous, c'est simple, en fait. Les gens ne payent que ce qu'ils consomment, c'est-à-dire que les gens, ils ont besoin d'un appui pendant 3 heures ou pendant 20 heures. Il n'y a pas d'engagement là-dessus. Et pour le coup, on a un volet également de bénévolat et de prestations gratuites qui fait qu'on a un volume d'accompagnement stratégique qui est beaucoup plus important que ce que la personne paye pour les prestations pures. Donc non, les gens restent parce qu'on est bien. Et vous avez eu aussi soutien et les aides de la région. Exactement. Parce que votre projet est innovant, porteur et correspond aux critères de cette collaboration et de réseau de compétences. Exactement. On a le grand plaisir de partager effectivement qu'on est soutenu par la région et par les fonds européens à travers d'un FSE qui, mine de rien, nous a permis de structurer notre premier emploi. C'est quand même très important, qui permet du coup de consacrer encore plus de temps et d'énergie à accompagner le territoire. Ça, c'est certain, on est très contents. Et pour le coup, on a envie de partager avec vous et relayer du coup les initiatives qui sont mises en œuvre par l'Europe au mois de mai. Voilà, on peut parler de joli mois de mai. Exactement, le joli mois de mai, qui est un joli nom d'ailleurs trouvé, c'est formidable, qui est un dispositif en fait construit par l'Europe pour mettre en valeur et communiquer autour de tous les projets qui sont soutenus par les fonds européens. Donc d'une part, on profite nous de ce cadre pour organiser 1 ou 2 petites choses, et puis d'autre part, surtout, relayons que pendant le mois de mai, tout le monde va pouvoir découvrir en fait tous les projets qui sont soutenus par les fonds européens sur le territoire. Voilà. Et vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de communication? Comment on peut vous suivre? Qu'est-ce que va faire Prisme Développement pendant ce joli mois de mai? Alors, pendant le joli mois de mai, nous organisons 2 webinaires à destination, pour le coup, des entrepreneurs qui seront organisés sur des jours fériés pour qu'ils puissent y participer sans contrainte, donc le 8 mai et le 29 mai, sur la thématique de l'entrepreneuriat et de la charge mentale, mythe ou réalité. Voilà, des petits webinaires qui vont permettre d'une part d'apporter la connaissance technique, du savoir et de pouvoir prendre un petit peu de recul en fait sur les endroits de la vie d'entreprise où il y a des charges mentales finalement qui viennent impacter tout le monde, les collectifs et les projets. Voilà, et de se demander qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme solution à différents endroits, tout secteur d'activité. C'est toujours intéressant de partager et de faire se croiser des secteurs d'activité parce que les regards des uns et les regards des autres en fait sont tout à fait complémentaires et au contraire donnent des points de vue. Donc on va proposer à la fois la connaissance technique, du partage d'expérience et des petits supports d'analyse pendant ces webinaires. Et peut-être ça va ouvrir les portes aussi à l'international. C'est possible? Ah, c'est possible, tout à fait. Puisque, effectivement, c'est un dispositif qui forcément est international. Prisme Développement, elle accompagne les projets qui peuvent être à la création, au développement et les structures déjà qui existent. Concrètement, en quoi consiste votre développement, Maïda? Petit résumé. Alors, Prisme est une équipe technique
qui est basé sur toute la Dordogne, qui va apporter des compétences en administratif, en stratégie, que ce soit du développement de projet, de l'accompagnement à la transformation, que ce soit de la résolution de problématiques extrêmement complexes dans les domaines à la fois juridiques ou comptables, et qui est complètement à l'écoute en fait et sans jugement de tout ce qui a pu se passer dans la vie des structures, et qui est là au contraire pour apporter un œil neuf en interne et soutenir au quotidien en fait les démarches lourdes qui ont besoin d'être entreprises dans les structures. Et peut-être vous pourrez nous accentuer vos valeurs et votre ADN. Les valeurs, c'est d'abord l'humanité, c'est d'abord la bienveillance, c'est d'abord de contribuer au changement d'un territoire et au vivre ensemble, en fait, au vivre ensemble des structures les unes avec les autres et des gens à l'intérieur des structures. Et si chacun est heureux dans ce qu'il fait, alors on construit que des belles choses. Voilà, c'est ça l'idée. Et en même temps, vous créez votre réseau de personnes qui vous accompagnent, il devient partenaire finalement. Ils collaborent ensemble. Alors, on a complètement vocation, d'une part, à ce que les personnes ou les structures qu'on accompagne, finalement, deviennent relais et membres et eux-mêmes porteurs en fait, de projets. Et d'autre part, on a complètement vocation à travailler en partenariat avec les structures résistantes pour lesquelles nous, on est un levier. C'est-à-dire qu'on se place à un endroit particulier qui fait qu'on vient, en fait, en appui des structures déjà existantes de l'accompagnement pour valoriser en fait ce qu'elles mettent en œuvre en étant nous aux côtés du porteur de projet, aux côtés de la structure. Et on a vocation à travailler en collaboration avec toutes les personnes qui travaillent dans l'entrepreneuriat et dans les compétences qu'on met en œuvre dans une entreprise. On va travailler aussi bien avec des gens qui sont dans la communication que des gens avec les comptables, qu'avec des avocats. Voilà. Et objectif que ces structures s'en sortent, qu'elles deviennent autonomes en restant dans votre réseau de collaboration participative. Ah, les gens, ils font comme ils veulent. Ils restent ou ils s'en vont, c'est leur choix. En pratique, ils aiment bien rester parce que Prism est un lieu de vie intéressant. Mais après, chacun est libre. Nous, on a vocation à permettre aux structures de se développer, de trouver un épanouissement qui va dans toutes les directions. Si on fait ça, nous, on est heureux. Et comment on contacte Prism Développement, Maïda? Alors, on le contacte par téléphone au 06 80 89 61 30, 06 80 89 61 30. Et on a un site internet qui actuellement est en refonte, mais qui fonctionne très bien, qui c'est Prism, comme ça s'écrit PRISME, -6 DVP pour développement.fr. Voilà, et vous trouverez toutes les informations pour avoir un vrai accompagnement et vraies aides et conseils avec les professionnels de Prism Développement. On n'a pas parlé de statut. Statut, c'est associatif. Oui, tout à fait. C'est statut associatif loi 1901 qui a été intégré dans l'économie sociale et solidaire et qui porte les valeurs de l'économie sociale et solidaire dans son fonctionnement et dans ce qu'elle diffuse. Je vous remercie, Maïda Meillon, chef de projet de Prism Développement. Merci d'être venu chez nous, dans nos studios. Et merci pour tout ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour RLP? Un grand merci à Aïda de me recevoir. Merci.